Nous avons été dominés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par un ensemble de valeurs très occidentales et américanisées, souvent au détriment des valeurs asiatiques lorsqu'elles sont en conflit. Et je pense que nous commençons à voir un changement sismique dans le centre de gravité du monde. Et je crois que le leadership clairvoyant du Bhoutan voit qu'à mesure que l'Asie se développe, la position du Bhoutan en tant que pays relié par la terre entre l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est n'est pas un désavantage. C'est un avantage merveilleux et profond. Et Gallifrey Mindfulness City est un effort pour tirer parti de cela. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal des études de neutralité. Et aujourd'hui, j'ai le grand privilège de parler d'une petite mais fascinante nation avec un homme qui observe ses développements de l'intérieur et de l'extérieur depuis plus de 50 ans. J'ai avec moi M. Michael Rutland pour discuter du Bhoutan. Michael a étudié la physique et les mathématiques à l'Université de Londres avant de déménager au Bhoutan, où il a aidé à créer une école et a enseigné au futur 4e roi du Bhoutan. Michael a maintenant réalisé plus de 160 programmes télévisés éducatifs au Bhoutan et est le fondateur de la Société du Bhoutan du Royaume-Uni. Il a été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique en 2005 par la reine Elisabeth II pour ses services aux relations britannico-bhoutanaises. Il est également titulaire de l'Ordre du Mérite du Bhoutan. Oh, et il est aussi devenu citoyen bhoutanais. Il vit actuellement à Thimphu, la capitale. Michael, bienvenue. The capital. Michael, welcome. Oui, je me reconnais à peine dans cette description. Eh bien, je veux dire, la description que l'on trouve à votre sujet est absolument magnifique. Car je pense que vous n'aviez pas initialement prévu de passer votre vie au Bhoutan, n'est-ce pas? Je n'avais ni envie, ni but, ni même l'idée de passer ne serait-ce qu'une minute dans le royaume du Bhoutan. Maintenant, cela fait 50 ans. Maintenant, ça fait 53 ans que je suis venu ici pour la première fois, et c'était presque par accident aussi. Quel était l'accident? Et comment se fait-il que vous soyez ensuite allé au Bhoutan au début des années 70? J'enseignais la physique dans un internat très huppé pour garçons à Oxford, et j'ai commis la grande erreur d'aller à un dîner à Oxford. Maintenant, il faut toujours être très prudent en allant à des dîners à Oxford, car cela peut entraîner toutes sortes de conséquences inattendues. J'y ai rencontré une dame appelée Dekile Denla, d'une famille très distinguée au Sikkim. Quelques semaines plus tard, elle m'a écrit pour me demander si j'étais intéressé à enseigner les sciences au royaume du Bhoutan pendant 1 an ou plus. J'ai immédiatement répondu en disant « non, merci ». Tout d'abord, Oxford était un endroit très agréable pour vivre. Deuxièmement, je n'avais absolument aucune idée d'où se trouvait le Bhoutan. Si j'entendais le mot Bhoutan, je penserais immédiatement au gaz butane et à l'Afghanistan et à l'Azerbaïdjan et à tous les stans. Et je n'avais aucune envie particulière d'y aller. Alors j'ai répondu en disant « non, merci ». Elle m'a ensuite écrit à nouveau 3 semaines plus tard, répétant l'invitation. Et je n'avais aucune idée d'où se trouvait le Bhoutan. Le lundi matin, j'ai téléphoné à la Royal Geographical Society et j'ai dit à la dame qui a répondu au téléphone « Bhoutan, je me demande si vous pouvez me dire quelque chose sur un endroit appelé Bhoutan ». Et il y a eu un petit silence, puis elle a dit d'une voix très agressive « Pourquoi voulez-vous savoir ?» J'ai pensé « Oh mon Dieu, lundi matin, peut-être qu'elle avait passé un bon week-end ». Et j'ai expliqué que j'avais été invité à aller y travailler pendant 1 an, et il y a eu un autre très long silence. Et elle a dit, « Eh bien, vous devez venir nous voir. Quand pouvez-vous venir nous voir ?»
Je suis donc allé mercredi après-midi. Je suis monté à Londres et je suis allé à la RGS. À ma surprise, on m'a conduit au bureau du directeur. Le directeur m'a expliqué que le Bhoutan était l'un des pays les moins connus au monde. Personne n'en sortait, personne n'y entrait et personne n'en savait rien. Pendant qu'il me disait tout cela, j'étais encore plus convaincu qu'Oxford était bien plus amusant. Puis la dame à la voix acerbe est apparue. Elle était responsable de la salle des cartes. Et elle a dit, « Voulez-vous voir notre carte du Bhoutan ?» J'ai dit, « Eh bien oui. » Nous sommes descendus à la salle des cartes. Elle a ouvert le dossier en cuir et m'a montré la carte du Bhoutan de la Royal Geographical Society, qui était une feuille de papier de la taille d'un A3 avec la forme en losange du Bhoutan dessus. Et le microseconde où j'ai décidé, oui, j'irai, c'était quand j'ai regardé cela et que sur la carte était écrit le mot non cartographié. Et donc, j'ai décidé de venir au Bhoutan pour un an et d'enseigner les sciences. Je n'étais pas vraiment clair sur à qui j'allais enseigner les sciences. Cela est devenu clair à ma surprise un peu plus tard. Je suis donc venu ici en 1971, réalisant peu à quel point ce changement de décor, non intentionnel, non visé, juste pour un an, changerait toute ma vie. Je compare le Bhoutan à une belle araignée qui tisse une toile de soie autour de certaines personnes dont elles ne parviennent jamais à s'échapper. Alors maintenant, à l'âge de 87 ans, 53 ans plus tard, me voici assis à vous parler au Bhoutan. Vous savez, l'histoire elle-même est absolument fantastique, mais elle est si étroitement liée à ce que j'aimerais en savoir plus de votre part, à savoir la configuration politique de ce pays. Comment se fait-il qu'en 1971, bien après la Seconde Guerre mondiale, bien après la grande vague de colonialisme des 18e et 19e siècles, un endroit comme le Royaume-Uni n'avait pas de carte adéquate de tout le pays? Comment se fait-il que c'était encore cette dernière parcelle de terre qui était essentiellement inconnue des Européens? Aucune chancellerie au monde ne connaissait mieux le Bhoutan que le Foreign Office de Londres. À l'époque du Raj britannique, il y a eu un certain nombre de visites officielles d'administrateurs coloniaux de l'Inde au Bhoutan, et ils ont rédigé des rapports. Certains d'entre eux sont assez divertissants, rédigés dans un vieux langage victorien. Un visiteur en particulier qui n'a pas passé un très bon moment ici a écrit, et si je me souviens bien, ces mots étaient « Les habitudes de tous les gens sont extrêmement sales, et il faudrait être un homme courageux pour interposer volontairement l'un de ces indigènes entre le vent et sa noblesse. » Ainsi, le Royaume-Uni, Londres, le Foreign Office, avait une bien meilleure connaissance du Bhoutan que toute autre nation dans le monde. Mais après 1947 et l'indépendance de l'Inde, le Foreign Office a plus ou moins perdu intérêt pour le Bhoutan. Ils estimaient que c'était sous la sphère d'influence de l'Inde et bien trop insignifiant pour que le Royaume-Uni s'en préoccupe encore. À l'époque du Raj, l'intérêt du Royaume-Uni n'était pas tant de prendre le contrôle du Bhoutan, mais il voyait le Bhoutan comme une route commerciale vers Lhasa et le Tibet. Donc, aucun effort réel n'a été fait pour occuper et prendre le contrôle du Bhoutan. C'était heureusement considéré comme un endroit bien trop insignifiant. Mais le plus grand défi pour les dirigeants du Bhoutan pendant les quelques 200 ans du Raj britannique était de tenir les Britanniques à l'écart. C'est leur succès à le faire, qui signifie qu'aujourd'hui, le Bhoutan reste un pays souverain. Si les Britanniques avaient fait du Bhoutan une partie de l'Empire britannique, de l'Empire indien, alors probablement nous serions un État de l'Union de l'Inde. L'habileté des dirigeants bhoutanais,
Leur compétence politique, leur astuce et leur intelligence est vraiment à admirer. Un tout petit élément simple. Le premier roi du Bhoutan, lorsque les Britanniques lui écrivaient depuis l'Inde, il l'adressait en tant que Son Altesse, le Maharaja du Bhoutan. They would address him as His Highness the Maharaja of Bhutan. And he replied with his subscript was... Et il a répondu avec son abonnement en tant que Son Altesse le Maharaja du Bhoutan. Le deuxième roi, les Britanniques, lui écriraient en tant que Son Altesse le Maharaja du Bhoutan. Mais il répondait toujours avec un bloc de signature qui disait « Sa Majesté, le Druk Gyalpo ». Et pourtant, les Britanniques continuaient à le désigner comme le Maharaja du Bhoutan. Mais lorsque Mountbatten est venu en tant que gouverneur général, enfin, vice-roi de l'Inde, et a été chargé de persuader tous les Maharajas de rejoindre le club des Maharajas et de céder leurs terres à l'État indien, il a réalisé que le Druk Gyalpo, Sa Majesté le Druk Gyalpo, n'était pas un Maharaja ordinaire, car Mountbatten, avec ses connexions semi-royales, avait un grand flair pour les titres royaux. For royal titles. And so he never put any pressure on... Et donc, il n'a jamais exercé de pression sur le deuxième roi du Bhoutan pour qu'il rejoigne le club des Maharajas. Et c'est une petite raison, pas la seule raison, pour laquelle le Bhoutan n'a pas été incorporé dans l'État indien, l'Union de l'Inde. Et parfois, des Américains viennent ici et ils disent « Oh Michael, pourquoi êtes-vous tous si préoccupés par ces titres ? Sa Majesté, Son Altesse royale. » Et j'essaie de leur expliquer que tout d'abord, bien sûr, l'Amérique n'a pas d'histoire, ce qu'ils n'aiment pas. Et deuxièmement, les titres comptent. En politique et en diplomatie, les titres peuvent être très très importants. Et la continuation du Bhoutan en tant que pays souverain est peut-être un exemple de l'importance des titres. C'est drôle qu'il te pose cette question. Tu devrais simplement leur demander en retour. Comment vous sentiriez-vous si je qualifiais votre président de Premier ministre? Vous me corrigeriez immédiatement. Eh bien, exactement. Mais ensuite... Oui, je ne veux plus faire de commentaires, c'est non. C'est une bonne chose, car je veux vraiment parler du Bhoutan. Vous savez, quand je compte les pays en Asie qui n'ont pas été colonisés, je pense généralement au Japon, qui est ensuite devenu lui-même colonisateur, et à la Thaïlande, qui est le seul à n'avoir été ni colonisé ni devenu colonisateur. Mais tout le monde, ou du moins moi, oublie toujours le Bhoutan. Jamais colonisé et autogouverné. Bien sûr, the Ramat Thinari Scrimshaw avec la couronne britannique à l'époque où elle colonisait l'Inde. Vraiment? Pas au Bhoutan. Le deuxième roi a assisté au Durbar à Delhi, mais il n'y a pas assisté en tant que Maharaja subordonné comme l'ont fait tous les autres Maharajas. À part cela, il n'y avait aucune relation avec la couronne britannique à cette époque. La relation aurait pu être avec certains fonctionnaires coloniaux à Delhi qui venaient en visite, mais il n'y avait vraiment et véritablement aucune relation avec la couronne britannique. Alors, à quoi cela a-t-il conduit? Je veux dire, en termes de configuration politique aujourd'hui, le Bhoutan, d'après ce que je comprends, est une monarchie constitutionnelle où le monarque a encore un pouvoir considérable, mais pas comme avant. Pourriez-vous me parler un peu de la façon dont c'était organisé à votre arrivée, sur le plan interne, politique? Pour cela, je crains de devoir parler de l'histoire du Bhoutan, s'il vous plaît, et je vais le faire. Maintenant, l'histoire du Bhoutan écrite par le Dr Karma Phuntsho est absolument excellente et faisant autorité. Cependant, elle est très épaisse. Je vais vous donner toute l'histoire du Bhoutan en 5 phrases, si je puis me permettre. Si nous remontons le temps, le premier événement fut l'arrivée de Guru Rinpoche, autrement connu sous le nom de Padmasambhava, vers 750, apportant avec lui le bouddhisme.
Rien de très significatif ne s'est produit pendant 800 ans jusqu'aux années 1600, avec l'arrivée du Shabdrung Ngawang Namgyal du Tibet. The arrival of the Shabdrung Ngawang Namgyal from Tibet. And it was the Shabdrung who, in effect, Et c'est le Shabdrung qui, en effet, a créé le concept d'une nation du Bhoutan. Il a construit tous les dzongs et il a réussi à prendre le contrôle de tout le pays. Rien ne s'est passé pendant quelques centaines d'années. Donc nous avons le Shabdrung au XVIe siècle ou autre. Rien ne s'est passé jusqu'en 1907, avec l'arrivée de la monarchie héréditaire. Après 1947, rien ne s'est passé jusqu'en 1971, lorsque le Bhoutan a rejoint les Nations Unies. Rien ne s'est ensuite passé jusqu'à il y a 16 ou 17 ans, avec l'arrivée de la monarchie constitutionnelle et de la démocratie parlementaire. Ce sont donc les 5 étoiles de l'histoire du Bhoutan. Tout ce qui s'est passé entre-temps n'a pas eu d'importance énorme en ce qui concerne la place du Bhoutan dans le monde. Alors, pourquoi la monarchie a-t-elle vu le jour en 1907? La réponse est que le Shabdrung a unifié le pays. Mais après sa mort, les hauts fonctionnaires ont estimé que si sa mort était connue, le Bhoutan sombrerait dans des luttes intestines. Sa mort a donc été gardée secrète pendant 47 ans. On a fait croire qu'il était en profonde méditation. C'est encore vrai, un peu comme le roi Arthur en Angleterre, qui est au château de Tintagel. On croit encore que le premier Shabdrung est en profonde méditation à Punakha Dzong. Cependant, lorsque sa mort a été connue, ce qui a suivi a été 200 ans de guerre interne continue, un seigneur de guerre combattant un autre. Et la vie des gens était terrible. Le père du premier roi, Jigme Namgyal, est devenu le seigneur de guerre le plus puissant et le plus réussi. Il a réussi à transmettre à son fils, le premier roi du Bhoutan, Ugyen Wangchuk, une situation où presque toutes les luttes internes avaient été arrêtées. La guerre interne a été mise fin par Ugyen Wangchuk, un homme très astucieux, puissant et intelligent, tant sur le plan philosophique, politique que militaire. En 1907, tous les hauts fonctionnaires et moines se sont réunis et ont élu Ugyen Wangchuk comme premier roi héréditaire du Bhoutan. On me demande parfois pourquoi la monarchie ici est si populaire, alors que d'autres ont disparu. J'ai la réponse en 4 phrases. Premièrement, l'avènement de la monarchie a apporté la paix intérieure à un pays qui, pendant 200 ans, avait été déchiré par des luttes internes. Deuxièmement, les rois du Bhoutan, tous, sont restés très très proches du peuple. Je l'illustre. Si vous êtes allé à Katmandou et avez regardé le palais royal et la hauteur des grilles de fer qui l'entourent, les grilles font probablement 30 pieds de haut. Le petit mur autour du palais royal au Bhoutan m'arrive à la hanche. Et cela illustre la manière dont les monarques du Bhoutan, tous, sont restés très proches du peuple. En fait, dans la Constitution, chaque citoyen bhoutanais a le droit d'audience personnelle avec le roi. Et il existe une structure et un système pour mettre cela en œuvre. La troisième raison, c'est que tous les rois du Bhoutan ont vécu très simplement. Vous ne trouverez pas de robinet en or massif dans le petit palais. Le quatrième roi se déplace encore, soit dans un Hilux, soit dans un vieux Toyota Land Cruiser usé. Le cinquième roi a 1 ou 2 voitures légèrement meilleures, mais il ne les a jamais achetées. Elles lui ont été offertes. Le mode de vie de la monarchie, comparé à d'autres, et j'ai travaillé pendant 5 ans pour le sultan d'Oman, le défunt sultan d'Oman, où il y avait des robinets en or massif. Le mode de vie des rois a été très simple, comparé à d'autres monarchies. Et la quatrième raison est qu'il a été manifestement évident que chacun des 5 rois du Bhoutan a été absolument dévoué à la nation et au peuple, et non à leur propre enrichissement financier et matériel.
Et ce sont les 4 raisons pour lesquelles je crois que la monarchie du Bhoutan est si appréciée. Il y a quelques années, j'ai rencontré un journaliste d'un grand journal anglais qui écrivait un article sur le Bhoutan. J'ai dîné avec lui le jour de son arrivée. Et pendant le dîner, il m'a dit « Je dois être parfaitement honnête. Je suis un républicain total. Je pense que toutes ces monarchies sont des absurdités. J'ai été dans tant de pays où je vois des photos de rois partout sur les murs, et c'est tout un tas de bêtises. Et j'ai pensé « Oh là là !» Quoi qu'il en soit, je l'ai rencontré à la fin de son séjour de 3 semaines ici, et il a dit « Très impressionnant. Je vous enverrai une copie de mon article avant sa publication. » En effet, quelques semaines plus tard, il est arrivé. L'avant-dernier paragraphe disait « C'est une chose terrible à dire pour un républicain convaincu. » Mais après 3 semaines dans le royaume du Bhoutan, je suis arrivé à la conclusion que le roi du Bhoutan fait plutôt du bon travail. Euphémisme anglais. Paragraphe suivant. Je crois qu'il est le seul dirigeant mondial qui comprend qu'un agriculteur travaillant sur sa propre petite ferme dans une communauté villageoise stable, avec un revenu de $50 par an, est beaucoup plus heureux que le même homme travaillant dans une usine de football Nike pour $5,000 par an. Et c'était effectivement l'avis du 4e roi qui l'a inspiré à faire ce commentaire, désormais mondialement célèbre, sur le bonheur national brut. Fondamentalement, le 4e roi était suisement wherever the two-man bunny au brut était nos vingtaines. When he talked about gross national happiness, he was early 20s. What he was trying to say, he was more interested in how content. Ce qu'il essayait de dire, c'est qu'il s'intéressait davantage au bien-être de son peuple qu'au nombre de dollars qu'ils avaient dans leur poche arrière. Ainsi, nous avons la monarchie héréditaire. Mais tout comme au début de la vingtaine, le 4e roi était convaincu que le contentement était plus important que les dollars. Il était également fermement engagé à suivre l'initiative de son père, le 3e roi, de transférer le pouvoir d'un monarque absolu vers le peuple. Et il y a toutes ces années, des décennies avant l'arrivée de la démocratie, le 4e roi était déterminé à instaurer une monarchie constitutionnelle et la démocratie. Et il l'a fait il y a 17 ans. Ce n'était donc pas une décision soudaine. Ce n'était pas une décision sous la pression de l'Amérique ou des Nations Unies. Certainement, ce n'était pas une décision sous la pression du peuple, car vous savez aussi bien que moi qu'à l'époque, si vous aviez fait un sondage d'opinion publique, 89,99% de la population aurait voté pour maintenir le règne du roi. C'était une croyance et un engagement absolu depuis le jour où il est devenu roi. Comme vous le savez, son père, le 3e roi, a commencé en tant que monarque absolu. Mais c'est lui qui a créé l'Assemblée nationale et le Conseil consultatif royal pour essayer très lentement de faire en sorte que le peuple ait son mot à dire dans le gouvernement du pays. Nous avons donc maintenant une monarchie constitutionnelle et une démocratie multipartite. Et ce n'était pas une décision soudaine sous la pression de qui que ce soit. C'était une croyance sincère du 3e et du 4e roi. Et maintenant, la tâche difficile de tout mettre en œuvre a été laissée au 5e roi. Et parfois, les gens me demandent pourquoi le 4e roi a pris sa retraite alors qu'il n'avait que la cinquantaine. Et ma réponse est la suivante. Partout au Bhoutan, vous verrez des photos du 4e roi. Les gens ont grandi pendant 100 ans avec l'idée que le roi était la source de toute bienfaisance. Tout problème, le roi le résoudrait. Tout besoin, le roi le satisferait. Quoi que ce soit, le roi était le pouvoir total. Je crois que le 4e roi a réalisé qu'après la monarchie constitutionnelle et la démocratie, les gens auraient beaucoup de mal à regarder cette même personne et à comprendre que c'était maintenant une monarchie constitutionnelle, que son pouvoir avait été remis au peuple. Donc, mon mot-clé est « nouvelle monarchie constitutionnelle,
Nouvelle démocratie, nouveau visage jeune. New young face. That makes perfect sense for Cela a parfaitement du sens pour orienter les opinions de la population et ce changement dans le fonctionnement de l'autogouvernance. Je continue de dire que nous sommes une planète de 8 milliards de personnes condamnées à s'auto-organiser. Et il me semble que le Bhoutan a sa propre manière de s'auto-organiser. Comment cela se passe-t-il maintenant, après 17 ans de monarchie constitutionnelle, avec une démocratie parlementaire? Quelle est la stabilité politique du pays? Et si je suis bien informé, le Bhoutan est légèrement plus petit que ma Suisse natale. Il fait environ 38 000 km² et compte environ 700 000 habitants, n'est-ce pas? Ce n'est pas aussi petit que certaines autres nations comme les Maldives, mais c'est un très petit pays, surtout dans son voisinage. Vous n'avez que 2 voisins, n'est-ce pas? Vous n'avez que la Chine au nord et l'Inde au sud, n'est-ce pas? Absolument. Absolutely. The ham in the sandwich. Le jambon dans le sandwich. Comment est la stabilité interne en ce moment et comment est la relation avec ces 2 grands voisins? Eh bien, c'est une très grande question. L'une des choses merveilleuses à vivre au Bhoutan est de regarder l'instabilité aux États-Unis, l'instabilité en Angleterre, l'instabilité en Allemagne, l'instabilité en Italie, l'instabilité au Moyen-Orient et l'instabilité dans certaines parties de l'Afrique. Le Bhoutan est un joyau, une perle, un diamant de stabilité. Et même avec notre démocratie multipartite, un petit problème avec la démocratie multipartite est qu'elle nécessite la division. Is that it requires division. Otherwise, there's no point in having different political parties. Sinon, il n'y a pas de raison d'avoir différents partis politiques. Donc je pense qu'un inconvénient est que l'émergence des partis politiques a créé des divisions qui n'existaient pas vraiment auparavant. Mais c'est très important, le facteur unificateur qui, pour ainsi dire, cimente les divisions est la monarchie. Et le roi est toujours perçu comme la figure paternelle unificatrice. Et cela est dû aux 4 raisons que je vous ai données un peu plus tôt. Ainsi, le Bhoutan est politiquement très stable. Nous venons d'avoir une élection où le parti qui a formé le 2e gouvernement a perdu la 3e élection, a maintenant remporté la 4e élection. Lost the 3rd election, has now won the 4th election. Because each political party has Parce que chaque parti politique a presque exactement le même manifeste, un autre petit danger est que le vote est devenu plus basé sur les personnalités que sur les politiques. Mais si nous regardons d'autres pays dans le monde, parfois il n'y a pas de politique. Parfois, tout repose sur les personnalités. Je n'ai guère besoin de faire référence à certains grands pays où le vote se fait sur les personnalités. Donc le Bhoutan n'est pas différent, mais c'est moins extrême que dans beaucoup de pays que nous voyons aujourd'hui dans le monde, où la démocratie n'est pas terriblement réussie, où le vote est souvent basé sur l'extrémisme, l'ignorance, etc. Je ne peux pas résister à citer la célèbre déclaration de Winston Churchill sur la démocratie, lorsqu'il a dit que le plus grand argument contre la démocratie est une conversation de 10 minutes avec l'électeur moyen. Eh bien, c'est absolument vrai en Angleterre, comme en Amérique. Je ne suis pas sûr pour la Suisse, car personne dans le monde ne comprend le système politique en Suisse. Nobody in the world understands the political system in Switzerland. We do something similar to Nous faisons quelque chose de similaire au Bhoutan, c'est-à-dire que nous valorisons la stabilité plutôt que la division. Nous le faisons en ne votant pas pour des personnes, mais pour des questions, n'est-ce pas? Et cela crée également de la stabilité. and that also creates stability. C'est exactement le contraire du Bhoutan en ce moment. Yeah, it is the exact opposite. C'est exactement le contraire d'un système monarchique. Mais c'est quelque chose qui crée de la stabilité à long terme. No, you mentioned a monarchical Vous avez mentionné un système monarchique.
Le point est que la différence entre voter pour des politiques et voter pour des personnes n'a rien à voir avec la monarchie. Cela concerne la démocratie multipartite. Exactement. Les gens ne votent pas pour le roi. Right. People don't vote for the king. Right. That's true. So the king D'accord, d'accord. C'est vrai. Donc, le roi reste, et le roi est le facteur intégrateur. En Suisse, le facteur intégrateur est le fait que nous pouvons voter sur des questions. Donc nous n'avons pas besoin de nous soucier autant des partis, parce que nous savons que nous pouvons les contourner. Et d'une certaine manière, la confiance au Bhoutan repose sur le fait que le roi veillerait aux intérêts du peuple, pour le bien du peuple, je suppose. in still for the good of the people, I suppose. Oui, exactement. Vous n'avez vraiment personne en Suisse qui soit l'équivalent du roi. Of the king. No, the opposite. Non, c'est le contraire. Nous n'avons même pas l'équivalent d'un premier ministre, parce que ce sont 7 ministres qui partagent le pouvoir, et aucun d'eux n'est plus puissant que les autres. If you had a more Si vous aviez une situation plus conflictuelle, vous êtes tous excellents pour tirer des pommes sur la tête des gens. excellent shooting apples off people's heads. Exactly, that's what the Germans told us. What we are Exactement. C'est ce que les Allemands nous ont dit, ce en quoi nous sommes bons, avec cet endroit merveilleux. Mais permettez-moi de revenir au Bhoutan, car la question de la politique étrangère est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, car vous avez, si je comprends bien, quelques différends frontaliers avec la Chine. Et il y a cet exemple du Tibet, n'est-ce pas, qui était à bien des égards un voisin très important jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui une partie de la Chine. Alors comment se développe actuellement la relation avec la Chine? How is the relationship with China developing at the moment? Let me go back again to the Eh bien, permettez-moi de revenir aux années 60. Jusqu'au milieu des années 60, les relations du Bhoutan avaient toujours été orientées vers le nord, pas vers le sud. En fait, la menace pour le Bhoutan ne venait pas du nord, mais des Britanniques en Inde. L'annexion, ou quel que soit le mot, différentes personnes ont des mots différents, du Tibet par la Chine dans les années 60, a pour la première fois alerté le Bhoutan d'un danger venant du nord. Comme vous le savez, Mao Zedong a un jour prononcé un discours dans lequel il faisait référence à Aksai Chin, au Cachemire, au Népal, au Sikkim et au Bhoutan, comme les 5 doigts de sa main tibétaine. Cela n'a jamais été mis en œuvre, et cela n'a en fait jamais été répété. was never acted on, and it was actually never repeated. Nevertheless, the third king of Bhutan Néanmoins, le troisième roi du Bhoutan a réalisé le danger potentiel venant du nord, et il a pris la décision consciente d'aligner le Bhoutan avec l'Inde au sud. Le troisième roi était un très très bon politicien dans le meilleur sens du terme, et il a réussi à persuader Nehru, mais plus important encore, sa fille Indira Gandhi, de soutenir la candidature du Bhoutan pour rejoindre les Nations Unies. Quand je suis arrivé ici en 1971, il n'y avait pas d'ambassadeur indien. Le représentant indien ici portait le titre d'officier spécial de l'Inde au Bhoutan, parce que fondamentalement, South Bloc en Inde ne reconnaissait pas vraiment le Bhoutan comme un pays souverain. did not really acknowledge Bhutan as a sovereign country. The success of the third king in persuading Indira Gandhi to support Le succès du troisième roi a persuadé Indira Gandhi de soutenir l'entrée du Bhoutan à l'ONU en 1971 a probablement été le moment le plus significatif de toute l'histoire du Bhoutan. Une fois qu'il a rejoint l'ONU, il a été reconnu comme un pays souverain. Je pense que j'étais le seul étranger présent, sans compter les Indiens, le seul étranger occidental présent au match de tir à l'arc de 3 jours à Thimphu pour célébrer l'adhésion aux Nations Unies. Quelques jours plus tard, mon ami, qui était l'officier spécial de l'Inde au Bhoutan, a soudainement été renommé Son Excellence, l'ambassadeur de l'Inde au Bhoutan. C'était le moment le plus significatif, et c'est pourquoi nous sommes une nation souveraine aujourd'hui. That was the most significant moment, and that's why we are a sovereign nation today. So, La relation avec l'Inde a été développée par le troisième roi en réponse à l'annexion du Tibet par la Chine.
Elle a été développée et renforcée grâce au soutien de l'Inde pour que le Bhoutan rejoigne les Nations Unies. Le rôle du Bhoutan en tant que pays souverain a déterminé la nature de ses relations avec l'Inde. Même si le traité original signé entre l'Inde et le Bhoutan contenait une clause stipulant que le Bhoutan accepte d'être conseillé par le gouvernement indien dans la conduite des affaires étrangères, ce qui a toujours été interprété par le monde extérieur comme signifiant qu'il faisait partie de l'Inde, cela a en fait été hérité des Britanniques. Was actually inherited from the British. Well, the success of the fourth king. Eh bien, le succès du quatrième roi, et c'était une manifestation de la confiance entre l'Inde et le Bhoutan même aujourd'hui, était que le quatrième roi a pu, il y a 17 ans, renégocier ce traité afin que la déclaration ambiguë concernant le fait d'être guidé par les conseils de l'Inde dans la conduite de ses affaires étrangères soit supprimée. Et maintenant, le traité avec l'Inde ne contient pas cette clause. Cela n'a été possible que parce qu'il y avait un véritable lien de confiance entre l'Inde et le Bhoutan. Vous savez que le Chogyal du Sikkim a tenté de suivre le Bhoutan en rejoignant les Nations Unies. Endeavored to follow Bhutan in joining the United Nations. And that was the button. Et c'était le bouton qui a été pressé pour pousser Indira Gandhi à agir pour annexer le Sikkim et en faire un État de l'Union de l'Inde. Nous devons donc accorder beaucoup de crédit à l'intelligence, je dis la perspicacité, mais ici au Bhoutan, le mot perspicacité est parfois mal compris. Ils ont entendu parler de la pièce de Shakespeare, La mégère apprivoisée, et ils pensent que la perspicacité est un commentaire désobligeant. La perspicacité signifie intelligent, subtil, diplomatique, etc. Je donne donc un énorme crédit au troisième roi pour la manière dont il a développé ce changement de relation du nord au sud avec grand succès. Et bien sûr, nous devons maintenant beaucoup à l'Inde pour tout le soutien qu'elle a apporté au Bhoutan. We now owe a great deal to India for all the support it's given Bhutan. And some people say to me, oh, India gives a vast amount of aid. Et certaines personnes me disent, « Oh, l'Inde donne une grande quantité d'aide au Bhoutan. » Je ne l'appelle pas une aide au sens conventionnel du terme. Je le vois en fait comme une transaction commerciale. L'Inde achète quelque chose au Bhoutan et elle achète quelque chose d'inestimable, qui ne peut être mesuré simplement en argent. L'Inde achète au Bhoutan de la sécurité. Étant donné la relation entre l'Inde et la Chine, la position du Bhoutan est cruciale pour la sécurité de l'Inde. Et donc, le Bhoutan ne vend pas de l'or, et Dieu sait quoi, et des voitures. Le Bhoutan vend sa position géopolitique, et l'Inde en bénéficie, et l'Inde le reconnaît. C'est ma prochaine question. Que s'est-il passé dans les années 1960 qui a conduit l'Inde à aider le Bhoutan à devenir membre de l'ONU au lieu de l'annexer? Non, pas les années 960. Non, pas les années 70. C'était en 1971. Oui, mais je suppose que cela a pris un peu de temps, n'est-ce pas? Oui, cela a pris quelques années avant cela. Et ce que vous dites en ce moment, que le Bhoutan assure la sécurité de l'Inde, je veux dire, le Bhoutan joue-t-il un rôle dans le langage des relations internationales? Est-ce un État tampon? S'assure-t-il que l'Inde a une frontière sécurisée avec la Chine sur cette parcelle de terre? J'ai parlé récemment à des collègues mongols, et ils affirment assez clairement que la Mongolie est un tampon entre la Chine et la Russie. Le Bhoutan est-il un tampon entre l'Inde et la Chine? Is Bhutan a buffer between India and China? By simple geographical location, it is De par sa simple localisation géographique, c'est clairement un tampon. Il est entre l'Inde et la Chine. Donc oui, c'est un État tampon. Mais étant donné la menace apparue dans les années 60, lorsque la Chine a pris le contrôle du Tibet, les droits et les torts de cela sont un grand sujet. Il y a un argument qui dit que le Tibet faisait légitimement partie de la Chine, mais je suis très réticent à le dire parce que bien sûr, ce n'est pas l'opinion reçue. Étant donné la menace apparue, il est très raisonnable que le Bhoutan cherche la sécurité au sud et offre la sécurité au sud. C'est un donnant-donnant. C'est un arrangement mutuellement bénéfique.
pro quo. It's a mutually beneficial arrangement. And how does it do that? Et comment fait-il cela? C'est tellement plus petit que la Chine. Comment le Bhoutan s'assure-t-il d'avoir une bonne relation avec la Chine, ou du moins suffisamment bonne, pour ne pas aggraver les différends frontaliers? C'est très... Vous savez que la frontière avec la Chine a été discutée depuis, je pense que c'est maintenant, 23 ans. C'est très intéressant. Il y a 23 ans, lorsque le Bhoutan voulait entamer des pourparlers frontaliers avec la Chine, l'Inde voulait les mener au nom du Bhoutan au motif que les frontières faisaient partie des affaires internationales. Le Bhoutan, le 4e roi, a très sagement insisté pour que le Bhoutan mène ses propres pourparlers frontaliers. Et cela a été une manifestation ouverte de la souveraineté du Bhoutan. Les pourparlers se poursuivent depuis 23 ans. Connaissez-vous d'autres pourparlers frontaliers dans le monde qui ont duré 23 ans? Le fait qu'ils aient duré si longtemps de manière assez amicale et pacifique ne dit-il pas quelque chose? C'est vrai. C'est vrai. Mais je dois dire cependant que la Chine et l'Inde ont aussi des différends frontaliers. Et ils les gèrent, même si ce n'est pas aussi pacifiquement, loin d'être aussi pacifiquement que le Bhoutan. Mais cela ne mène pas à une guerre totale. Et nous avons des différends maritimes sur des îles qui, pour le moment du moins, sont encore gérés, même si le Bhoutan est définitivement le plus pacifique de ceux-ci. Alors, nous y sommes. Dirons-nous que les problèmes de frontières entre le Bhoutan et la Chine sont gérés? Parfois, gérer signifie ne rien faire. Parfois, la meilleure stratégie de gestion est le calme. Attendre. C'est tout à fait exact. Tout à fait exact. Et je pense que c'est le Bhoutan, je ne parle en aucun cas au nom du ministère des Affaires étrangères du Bhoutan. Ce serait juste une perception très personnelle. Je crois que le Bhoutan attend paisiblement et tranquillement de voir ce qui se passe. Ce qui est tout à fait logique. Et je voudrais simplement, vous savez, mentionner les différents frontaliers. Permettez-moi de vous demander quelle est l'alternative. L'alternative serait que le Bhoutan déplace son armée de 7000 hommes vers la frontière nord pour faire face à l'armée populaire de libération de combien de millions? L'autre alternative serait que le Bhoutan invite l'armée indienne à la frontière nord du Bhoutan. Une fois qu'ils sont là, ils ne partiront jamais en tant que pays indépendants. Feriez-vous cela? Jamais. En effet. C'est juste rester calme, voir comment ça se passe et maintenir des relations amicales. C'est quelque chose que j'aimerais souligner, car les différents frontaliers et les différents territoriaux sont pour moi quelque chose de très toxique dans les relations internationales, parce que c'est soit à vous, soit à moi. Du moins, cela y ressemble. Mais assez souvent, surtout en Asie, nous voyons que différents États gèrent des revendications qui se chevauchent et ils ne vont pas en guerre. Et c'est quelque chose dont il faut s'inspirer. Mais il faut être deux pour danser le tango, n'est-ce pas? Cela signifie que les Chinois jouent le jeu, en fait, et qu'il y a une certaine forme de compréhension mutuelle. Alors, comment est la relation commerciale avec la Chine? Le commerce fonctionne-t-il? Le commerce? Il y a très peu de commerce officiel. Il y en a un peu. Si vous allez dans un magasin de meubles à Thimphu, vous pouvez constater qu'ils ont loué un conteneur maritime et acheté des meubles en Chine. Il n'y a pas de commerce massif. Et le reste de la relation avec la Chine, se passe-t-il quelque chose entre les deux nations?
the last few years, the Chinese have sent over Ces dernières années, les Chinois ont envoyé un cirque d'État pour donner quelques représentations à Thimphu. Cela ne vous rappelle-t-il pas le jeu de ping-pong? Vous vous souviendrez de la diplomatie du ping-pong à l'époque de Nixon. will recall in the days of Nixon, ping-pong diplomacy. Diplomacy. Yeah. But it's Les Bhoutanais ont-ils peur de la Chine ou est-ce que vous voyez la Chine différemment? China something that you look at with J'aime pas que les Bhoutanais aient peur de la Chine. All afraid of China. Hmm. The I think the way of dealing with some of these problems. Je pense que la façon de gérer certains de ces problèmes en Occident est de s'énerver et d'envoyer des fusées, ce qui est absolument faux. Absolument faux. Je pense que la manière bhoutanaise de dire « d'accord, il y a des différences. Discutons. Voyons comment ça se passe ici. » Une attitude plus décontractée. Une des choses agréables à vivre au Bhoutan, j'ai appris, c'est de ne pas trop s'énerver pour les choses. Tout ira bien à la fin. En Occident, en Angleterre, on s'énerve à planifier des mois à l'avance. Tout, c'est toute une tension. On s'énerve tellement. Ici, les choses sont beaucoup plus décontractées. Voyons comment ça se passe. Tout ira bien. Ne nous énervons pas trop. Surtout s'il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire à ce sujet. Especially if there's not much you can do about it. yes. I mean, I Oui, can only affirm oui. that. I mean, Je veux dire, je ne peux que l'affirmer. you better see Je veux dire, vous feriez mieux de voir ce qui va en sortir de toute façon. Mais en même temps, le Bhoutan, vous savez, c'est pourquoi je trouve cela assez fascinant. Les petits États ont des problèmes à affronter, que les grands États ne considèrent même pas vraiment. Et l'un d'eux, bien sûr, est d'être reconnu par les autres, comme vous venez de l'expliquer, n'est-ce pas? to be recognized by others as you La reconnaissance des titres et la reconnaissance en tant qu'État souverain est cruciale. is crucial. Et maintenant, pour 2025, nous parlons du 27 décembre, n'est-ce pas? 2025, we're Nous sommes sur le point d'entrer dans la nouvelle année, du moins dans le calendrier occidental. the new year at least. Quel est l'agenda de politique étrangère du Bhoutan qui tient actuellement vraiment à cœur au roi actuel et au gouvernement? To the current king and the government. Well, I think, first of all, Eh bien, je pense que tout d'abord, le facteur le plus important en politique étrangère aujourd'hui sera de maintenir une relation très étroite et amicale avec l'Inde. Je pense que c'est absolument crucial. Il se peut que dans les 5 à 10 prochaines années, on voit se développer une sorte de relation avec la Chine. Mais ce n'est pas une priorité pour le moment. Ce que je pense qu'on verra, et cela se manifeste dans la ville de pleine conscience de Jellifu, dont vous avez peut-être entendu parler, le projet d'une grande nouvelle ville dans les basses terres du sud-est du Bhoutan, juste près de la frontière indienne. Ce que je pense qu'on verra, c'est le Bhoutan essayant de tirer parti de sa position géographique. Et l'actuel Premier ministre, Tshering Tobgay, a fait ce que je considère comme un commentaire très perspicace, il y a quelques mois, dans un discours, lorsqu'il a dit que nous ne devrions pas nous considérer comme un pays enclavé. Nous devrions nous considérer comme un pays connecté par la terre. Et je pense qu'il avait tellement raison, parce que les gens disent « Oh, enclavé, comme c'est terrible, comme c'est difficile ». Mais si vous le considérez comme connecté par la terre, alors vous pensez « merveilleux ». Donc, je pense que nous verrons le Bhoutan essayer de se positionner comme un lien entre les économies en pleine croissance de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud. Et moi, pour ma part, je crois que les prochaines décennies seront celles de l'Asie et non de l'Occident. Je crois donc que le Bhoutan essaiera de se positionner comme ce lien terrestre entre l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud. Regardez simplement la taille des populations en Asie du Sud et du Sud-Est combinées. Ce sont des milliards, et cela croît en puissance, en richesse et en position dans le monde. Je crois fermement à la nature cyclique des empires. Tous les empires meurent,
Et je pense que nous commençons à voir maintenant le déclin des empires occidentaux, qu'ils soient politiques ou financiers, et la montée de l'Asie. Et cela apportera aussi d'autres choses. Nous avons été dominés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par un ensemble de valeurs très occidentales, américanisées, souvent au détriment des valeurs asiatiques lorsqu'elles sont en conflit. Et Lee Kuan Yew, lorsqu'il était au pouvoir vers la fin de son mandat, a donné un excellent discours sur les dangers de devenir trop occidental. Et je pense que cela s'est peut-être produit non seulement au Bhoutan, mais aussi ailleurs. Et je pense que nous commençons à voir un changement sismique dans le centre de gravité du monde. Et je crois que la direction clairvoyante du Bhoutan voit que, à mesure que l'Asie se développe, la position du Bhoutan en tant que pays relié par la terre entre l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est n'est pas un désavantage. C'est un avantage merveilleux et profond. Et la ville de la pleine conscience de Guelph est un effort pour tirer parti de cela. Puis-je conclure de cette discussion que bien que le Bhoutan ait été isolé et était une entité inconnue, le Bhoutan d'aujourd'hui est intégré, veut être intégré et veut faire partie du siècle asiatique. Est-ce juste de le dire? Eh bien, professeur, avec tout le respect que je vous dois, c'est pourquoi moi, assis dans ma maison à Thimphu, je vous parle, un professeur suisse au Japon. Voilà, le monde a déjà changé. J'en suis heureux. Il était temps. Et j'espère que l'exemple du Bhoutan pacifique va se dresser comme un phare pour montrer comment les différends peuvent être résolus autrement. To show how disputes can be solved differently. Je dirais donc que le plus grand défi pour le Bhoutan dans les 2 à 3 prochaines décennies est de s'affirmer plus significativement sur la scène internationale, tout en préservant et en renforçant tous ces éléments uniques et merveilleux de sa propre culture et ces ensembles de valeurs qui l'ont accompagné depuis 800. And sets of values which have seen it through from 800 to today. Wonderful. Merveilleux mot, Bhoutan. Reste toi-même, mais fais partie de nous tous. Parce que le monde a autant à apprendre du Bhoutan que le Bhoutan à apprendre du monde. Des mots merveilleux. Michael Rutland, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'était un plaisir de vous parler. Salut. Cheerio.